et peut-être même plus comédienne spécialisée dans le doublage. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette affaire? Ce que m'inspire l'affaire de Mademoiselle Tilly, c'est d'abord que ça n'est pas une comédienne, puisque un comédien est un interprète et que seul un humain peut être un interprète. C'est une ligne de code et donc à tort, nous l'appelons comédienne même virtuelle. Elle n'a rien d'une comédienne, ça n'est qu'une machine. Elle n'est pas pourvue d'émotion, d'empathie. Ouais, ça ne peut pas remplacer l'actrice et l'acteur. Ouais. Jérôme Enrico, vous, réalisateur, vous aimeriez diriger Tilly Norwood ou pas? Non. Non, j'aimerais pas du tout. Et je pense qu'effectivement, pour l'instant, c'est un objet virtuel. On est évidemment frappé par l'évolution de ces techniques de l'IA, mais on pense que c'est des outils qui peuvent être formidables, mais qu'il faut maîtriser, et que la solution, c'est de ne pas être remplacé par eux. Et c'est pas, on en est loin pour l'instant, mais effectivement, les choses évoluent vite. Mais on pense que c'est des outils qui peuvent même permettre, peut-être au cinéma français, européen, de faire des images qu'ils n'ont jamais fait pour des raisons de moyens par rapport au cinéma américain, par exemple. Mais la vraie question, c'est comment... Vous ne rejetez pas en bloc cette nouvelle technologie? Non, on rejette pas en bloc, mais par contre, on pense que ça doit rester un outil avec des créateurs, avec des réalisateurs, avec des comédiens, avec des... Voilà. Et que... enfin, ça a d'ailleurs été le sens de la grève des scénaristes dont vous parliez, je pense, tout à l'heure, qui ont dit, OK, pourquoi pas se servir de l'IA, mais il y a à chaque fois un auteur et c'est un outil. Et c'est vraiment ce qu'on pense et ce qu'on défend, ce qui implique une régulation à venir importante sur les données utilisées par les IA. Ouais. Félix Balmonet, en direct de Lyon, vous, votre entreprise, elle est spécialisée dans les technologies immersives et l'intelligence artificielle générative appliquée à la 3D et à la vidéo. Même question, comment avez-vous réagi en voyant cette actrice? Vous avez applaudi ou vous êtes quand même un peu interrogé? Nous, je dirais de notre côté, ni applaudissements ni interrogations. C'est des technologies qui ont émergé déjà depuis plusieurs années. On a vu, je dirais, depuis environ 2 ans. Là, ce qui est particulièrement impressionnant avec Tilly Norwood, c'est justement cette cohérence entre les différentes images, les différentes vidéos qui sont produites. Nous, aujourd'hui, ce qui nous inquiète particulièrement, ça va être plutôt la création de vidéos à partir de cet avatar. Je pense qu'en effet, on a raison de préciser qu'il ne s'agit pas là d'une comédienne, mais d'un avatar virtuel, ce qui est très différent sur la partie communication des émotions. Mais vous travaillez pour le cinéma et qu'aujourd'hui... Alors nous, on travaille un petit peu pour le cinéma, principalement pour le jeu vidéo, le cinéma d'animation, et un petit peu pour tout ce qui va être les effets spéciaux. Tout à fait, oui. Ouais. Pascal Chemin, le doublage, votre spécialité, c'est sans doute l'un des métiers déjà clairement menacés. On en avait parlé il y a quelques mois sur un doublage de Sylvester Stallone. Là, pour le coup, c'était complètement raté, disons-le clairement. Pourquoi est-ce que vous êtes parmi les plus exposés dans les métiers du cinéma ? Parce que cela demande moins de travail, on va dire, de générer une ligne de code pour arriver à restituer une voix. Le problème du doublage, c'est pas du tout la tessiture d'une voix, ça c'est la forme, le fond, ça reste le jeu, ça reste l'intention et donc ça reste l'émotion. À partir du moment où on fait appel à une machine qui ne ressent pas et qui n'a pas d'émotion, on va rester sur la forme et pas sur le fond. Le doublage, c'est pas seulement de la voix, c'est avant tout du jeu. Donc c'est un matériau, c'est une compétence humaine. Nous sommes artistes-interprètes et à ce titre-là, nous sommes propriétaires de notre interprétation. Nous touchons des droits d'auteur là-dessus et donc qui dit auteur, qui dit créateur, dit humain. Et puisque c'est le thème de ce débat, je vous la pose clairement à vous, Jérôme Enrico. L'intelligence artificielle va-t-elle tuer vos métiers, les métiers du cinéma? Non, je pense que on va tout faire pour qu'elle ne tue pas ces métiers, en utilisant parce que ça fait déjà, on en parlait tout à l'heure, ça fait un moment que dans, par exemple, les effets spéciaux, etc., on utilise de l'intelligence artificielle. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'intelligence artificielle générative et qui se nourrit de données gratuitement en fait. Et donc il y a un vrai problème de rémunération des auteurs, il y a un vrai problème de régulation de ces IA, et particulièrement en Europe et en France, qui sont des pays très sensibles sur la question. Et donc il y a tout un travail qu'on est en train de commencer à faire et de prendre à bras le corps
parce que il faut qu'à un moment donné, il y ait un revenu pour les auteurs qui créent les données qu'utilisent ces machines, en fait. Et c'est une vraie question sur la façon dont peut marcher cette rémunération, vu le manque de transparence des grands majors et des IA. C'est une vraie question, mais c'est une question sur laquelle on travaille, nous, directement, quoi, en fait. En tous les cas, le mouvement est déjà enclenché, parce que là, c'était un peu la caricature, mais le cinéma se sert déjà beaucoup. On a parfois l'impression que c'est presque un peu hypocrite, voire un peu un tabou. La créatrice de cette actrice virtuelle disait qu'en fait, certains ne le reconnaissent pas, mais ils utilisent déjà pour faire des films l'intelligence artificielle. Félix Balmonet, vous qui travaillez dedans, je vous pose la même question. Est-ce que l'intelligence artificielle, qui est votre domaine, va mettre en danger les métiers du cinéma ? Je pense que le cinéma est particulièrement réceptif à toutes les nouvelles technologies qui peuvent notamment réduire les coûts de production ou améliorer la qualité. On a vu ça notamment avec tout ce qui est les effets spéciaux, avec d'abord des films comme Jurassic Park, ensuite comme Avatar. En particulier, l'intelligence artificielle générative va avoir un impact profond et transformatif sur cette industrie. On peut penser par exemple à toute l'industrie des décorateurs qui a été révolutionnée par les effets spéciaux. Demain, je pense que l'industrie justement des effets spéciaux va être aussi bouleversée par l'intelligence artificielle générative. On constate en effet que de plus en plus de producteurs, de metteurs en scène essayent d'intégrer l'intelligence artificielle pour réduire leurs coûts. Il y a une très grosse problématique de ce point de vue-là. On parlait aussi précédemment d'acteurs, de scénarisation. Là aussi, c'est des métiers qui vont être atteints, peut-être pas pour de l'image, mais plus par de la production textuelle, un petit peu à la ChatGPT derrière. Jérôme Enrico, est-ce qu'il faut d'ailleurs être honnête et le dire, nous dans les médias, lorsque nous utilisons la moindre image d'intelligence artificielle, on le précise au générique de fin d'un journal, d'une émission. Est-ce qu'il faut dans les cinémas le dire en préambule au public qui vient regarder En préambule, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut reconnaître les outils qu'on utilise. Enfin, et ça, c'est déjà, finalement, la question que vous posez là est déjà dans les mœurs, puisque même Netflix a créé une réglementation très précise sur la transparence absolument à avoir lorsqu'on utilise des outils d'IA générative en termes d'image ou de... Donc c'est déjà dans les mœurs, en fait. Alors j'aimerais vous montrer des images là aussi bluffantes, et sans doute encore plus, puisque là c'est pas juste une actrice qui tente de jouer une émotion, c'est une véritable révolution pour l'industrie audiovisuelle. Ça se passe en Turquie. La chaîne de télévision Ayapim va lancer dans quelques jours sa première série générée par l'intelligence artificielle de A à Z. Ça s'appelle Castle Walls. Ça racontera l'histoire du château d'Alamut. On va voir ces images. Là, c'est vraiment de A à Z. Là, pour vous, clairement, on n'est plus dans la création, on n'est plus dans le cinéma, c'est autre chose. Oui, je pense que c'est autre chose. À partir du moment où il n'y a pas de comédien, où il n'y a pas de réalisateur, où il n'y a pas de décorateur, où il n'y a pas... qui peuvent s'aider avec des outils, effectivement, on est dans autre chose. C'est pas un film d'animation? Je ne dirais pas son nom, non. Non. Fusionner l'imagination humaine et l'innovation, ça doit vous faire bondir. C'est ce que dit la chaîne, en tous les cas, qui a créé d'ailleurs sa propre intelligence artificielle. Fusionner l'imagination humaine et l'innovation, là, c'est quoi? On est dans un monde d'humanoïdes. Oui, mais fusionner à partir de quoi? Ça part de quoi, tout ça? Ça part quand même de données qui ont été pillées, qui ont été volées. Il faut quand même savoir que le droit à l'image ou la voix sont des données personnelles. Donc on ne peut pas les utiliser sans le consentement des gens. Pour vous, c'est du vol? Ah bien sûr, c'est du vol et c'est du pillage. Par contre, vous avez le texte là, mais on a le sentiment que par rapport aux États-Unis, ça va peut-être pas plaire à Jérôme Enrico, mais qui va dire pourquoi il n'y a pas une grande mobilisation non plus en France. Tout le monde ne sort pas du bois non plus quand même. Pourquoi? Il y a, je disais tout à l'heure, presque un tabou Ah non, je ne pense pas qu'il y ait un tabou. Peut-être que... Il n'y a pas eu le mouvement de Hollywood à Paris. D'abord, c'est quand même des technologies très nouvelles auxquelles chacun fait face, apprend, etc., etc. Quand je regarde les images du film turc là, que vous nous montrez, fabriqué en IA, c'est quand même la reproduction de schèmes extrêmement clairs. Enfin, ça n'a rien de très novateur et de très nouveau. Pour les amateurs du genre, on imagine que c'est pas forcément... on a quand même l'impression de les avoir vues 150 fois. Forcément, elles sont remâchouillées, etc. 4 épisodes seulement, je précise. Ça ne va pas durer longtemps. Qu'ils n'en fassent pas plus. 4 épisodes. Mais quand on parle de cinéma, de création, etc., on parle de création, on parle d'innovation, on parle c'est la richesse de notre cinéma et de notre culture, d'indépendance, de différence, et là, on voit bien qu'on reproduit. Alors, peut-être que pour reproduire
le 7e volet d'un blockbuster américain, Avengers, ou je ne sais, ça peut aider, mais c'est pas ça qu'on fait, c'est pas le cinéma qu'on fait en Europe, et c'est pour ça qu'on a envie aussi de défendre notre spécificité en défendant les sources. Et le revenu des auteurs, quoi. Ouais. Félix Balmonet, vous aimez aller, j'imagine, au cinéma. Vous aviez entendu parler de cette série turque et vous avez vu les images sans doute en direct de Lyon. Comment vous les recevez, vous? D'abord, est-ce que vous les jugez de qualité? Oui, on en avait entendu parler, donc c'est sur un format assez court, 15 minutes. Bon, il s'avère qu'au niveau de la qualité, chacun jugera, mais je pense que, comme on disait, il y a du cinéma qui est fait pour être consommé et un autre cinéma qui est fait pour être apprécié. Là, on est plutôt de l'ordre du côté de la consommation. Je pense que c'est quelque chose d'assez expérimental, dans le sens où je vois mal, en tout cas demain, des films être réalisés de A à Z avec cette technique-là. Je pense que ça va être surtout certains plans qui, en effet, seraient très onéreux à être réalisés avec des effets spéciaux ou avec des acteurs, peut-être. Félix Balmonet, juste en un mot, est-ce que vous, la question éthique, vous la posez dans votre entreprise? Complètement. Nous, aujourd'hui, la question éthique, elle est fondamentale quand on travaille avec de l'intelligence artificielle. Elle est éthique. La question, elle est sur deux niveaux. Déjà, quelle est la base d'entraînement qui a servi pour nourrir justement ces modèles et où va aussi la donnée des utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, pour Tilly Underwood, pour cette série, on ne sait pas quelle base d'entraînement est utilisée. Donc probablement qu'elle contient du copyright. Félix Balmonet, pardonnez-moi, vous faites. Je sais qu'elle a envie de rêver, Pascal Chemin, on peut aussi débattre, allez-y, parce que bon, on peut le dire, je sais pas si Félix ne vous voit pas forcément, Balmonet, mais vous êtes dubitative, on va dire. Oui, je suis dubitative parce que d'abord, pour le coût, indépendamment d'un coût environnemental que tout le monde connaît ou que tout le monde pointe du doigt, il y a effectivement ces fameuses bases de données. Il n'y a aucune transparence. Tout d'un coup, on a une recette de cuisine, on ne connaît pas les ingrédients. Il y a des ingrédients qui sont, comme je le disais, comme ce sont des données personnelles, ces ingrédients sont protégés. Et on ne peut pas, on n'a aucune transparence, aucune éthique, aucune traçabilité. Ouais. Alors qui doit agir? La France, l'Union européenne? La France, l'Union européenne, bien sûr. Bien sûr, c'est un choix sociétal et c'est un choix politique. Et c'est pour ça qu'on essaye effectivement d'avoir les politiques en face de nous, le ministère de la Culture qui pour l'instant, après de longs mois, reste sourd à nos demandes. Le cinéma, le doublage font partie des exceptions culturelles françaises et nous ne sommes pas reconnus dans cette exception culturelle française. Voilà en tout cas le message qui est lancé aux autorités françaises notamment. Merci beaucoup Pascal Chemin, merci à vous Jérôme Enrico et merci à vous également Félix Balmonet d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. La musique d'ailleurs elle aussi fait face à ces dangers de l'intelligence artificielle, mais ce soir c'est bien un groupe réel dont va nous parler Nicolas